Mon voisin m'a chuchoté dans l'escalier. Votre femme part tous les jours avec votre enfant, mais elle n'arrive jamais à la crèche. Je l'ai suivie. Ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Elle l'a dit si doucement que j'ai failli ne pas l'entendre. Ce n'était qu'un murmure, une vibration à peine perceptible dans l'air lourd et immobile de l'escalier, qui sentait toujours un peu la poussière ancienne et le détergent bon marché. C'était un mardi matin, 7h45, dans la cage d'escalier de notre immeuble. Je descendais, ma thermos de café chaud à la main et ma sacoche d'ordinateur portable en bandoulière, suivant le même chemin que tous les mardis. Madame Dubois, de l'appartement 14, montait avec ses provisions, comme elle le faisait chaque mardi. Le mardi était le jour où le petit marché du coin recevait ses livraisons de produits frais, et elle s'y rendait depuis avant ma naissance, une habitude ancrée dans le rythme immuable du quartier. Le soleil matinal filtrait à travers la petite fenêtre du palier, dessinant des motifs de lumière sur les marches de pierre usées, mais l'air restait frais, imprégné d'une humidité résiduelle de la nuit. Nous nous sommes dit bonjour de cette manière polie et brève que les voisins adoptent. Un échange chaleureux, presque mécanique, mais sans importance particulière. J'ai tenu la porte d'entrée de l'immeuble pour l'aider avec son cabas en toile, lourd et rempli à ras-bord, sans doute de ces légumes de saison dont elle connaissait si bien la provenance. Et puis, juste au moment où je la dépassais pour m'engager sur le trottoir, elle a posé sa main sur mon bras. Pas fermement, un contact léger, à peine un effleurement. Le genre de contact qui signifie « Attends, j'ai quelque chose à dire et je ne sais pas comment ». Un signal discret, presque un appel à l'aide silencieux, qui a rompu le fil de ma routine avec une brusquerie inattendue. Mon corps s'est figé avant même que mon esprit ne puisse enregistrer l'incongruité du geste. Je me suis arrêté net, le cœur battant à un rythme inhabituel. Elle a levé les yeux vers moi. C'était une petite femme, âgée de 75 ans passés, avec des yeux vifs qui ne laissaient rien passer. Des yeux qui avaient vu bien des choses dans cet immeuble, dans cette rue. Son regard perçant, habituellement empreint d'une bienveillance tranquille, était maintenant teinté d'une gravité qui m'a mis mal à l'aise. Elle a parlé d'une voix si basse qu'elle portait à peine les quelques mètres qui nous séparaient. Un filet de voix presque inaudible dans le silence soudain de l'escalier. « Votre femme », a-t-elle dit, sa voix presque un souffle. Elle part tous les matins avec la petite. Mais je passe devant la crèche de la rue des Tilleuls en allant au marché. Une pause, lourde de sens, où seul le léger froissement de son sac se fit entendre. « Elles ne sont pas là. J'ai cherché. Cela fait 3 semaines maintenant. » Je suis resté parfaitement immobile. Chaque mot s'est posé sur moi comme une pierre, construisant un mur d'incrédulité et de terreur. Le monde autour de moi s'est estompé, ne laissant que le son de sa voix et le poids de ses révélations. « Je ne voulais pas le dire », a-t-elle ajouté, sa voix se faisant plus douce, presque apologétique, comme si elle s'excusait de me briser cette bulle de certitude. Mais je ne voulais pas ne pas le dire non plus. Je me suis souvenu d'autres moments où Madame Dubois avait observé le monde avec cette même discrétion, cette même conscience silencieuse, toujours présente, jamais intrusive, mais toujours attentive. Puis elle a ramassé son cabas, a ajusté la hanse sur son bras et a continué de monter les marches, ses pas lents et réguliers résonnant dans la cage d'escalier. Je suis resté là, planté sur place, pendant ce qui m'a semblé une éternité, avant que mes jambes ne se souviennent comment bouger, avant que l'air froid de la matinée ne me ramène à une réalité qui venait de basculer. Ma fille s'appelle Mia. Elle avait 3 ans. Chaque matin à 8h15, ma femme Hélène la prenait par la main, descendait les 4 étages et la conduisait à la crèche de la rue des Tilleuls, à 6 minutes à pied de notre immeuble. Chaque soir, à 17h30, Hélène venait la chercher. Je savais cela comme on connaît les rythmes de sa propre vie, comme on sait quand la cafetière se met en marche, quand passe le dernier train, et le son de la voix de son enfant qui vous appelle dans l'obscurité. C'était une routine gravée dans le marbre de nos jours, un pilier inébranlable de notre existence, rempli du doux chaos des matins, des baisers d'adieu et de la promesse des retrouvailles. Je le savais, je ne l'avais jamais vérifié, jamais. La confiance était absolue, aveugle, et maintenant elle se brisait en 1000 éclats. Je suis reconnaissant que vous soyez là. Avant d'aller plus loin, prenez une seconde et laissez un commentaire. Dites-moi d'où vous écoutez. Cette histoire n'est pas facile à raconter, et savoir que quelqu'un écoute me donne la force de continuer. Et une note importante,
Certaines parties de ce que je vais partager ont été modifiées et romancées pour protéger les personnes impliquées. Mais le cœur de l'histoire, ce qui compte vraiment, c'est réel. Et à la fin, je pense que vous comprendrez pourquoi les mots chuchotés de Madame Dubois, un mardi dans un escalier, ont été la chose la plus importante que l'on m'ait dite cette année-là. Mon nom est Daniel Fournier. J'ai 38 ans. Je travaille dans l'architecture logicielle pour une entreprise de logistique de taille moyenne. Un travail qui exige une concentration soutenue et de longues périodes passées assis sur la même chaise, ce qui me convient parfaitement. Je ne suis pas une personne qui a besoin d'une stimulation constante. Je suis à l'aise avec la routine, avec la prévisibilité des tâches et des journées qui se suivent et se ressemblent. Certains trouvent cette qualité rassurante chez un partenaire. D'autres finissent par la trouver étouffante ou ennuyeuse. J'ai beaucoup réfléchi à cela au cours de l'année écoulée, me demandant si ma propre nature avait, d'une manière ou d'une autre, contribué à ce qui allait arriver. Le calme de mon bureau, le bourdonnement des serveurs, le cliquetis des claviers, tout cela était mon sanctuaire. Hélène et moi nous sommes rencontrés lorsque nous avions tous les deux 29 ans. Elle terminait alors son master en psychologie de l'éducation, qu'elle avait entrepris après plusieurs années de travail dans le développement de la petite enfance. Elle en savait plus sur la façon dont les jeunes enfants apprennent, ressentent et appréhendent le monde que quiconque j'avais jamais rencontré, et elle s'en souciait avec une profondeur qui n'était pas feinte. C'était sincère, viscéral. Je me souviens de ses yeux brillants lorsqu'elle parlait des dernières théories sur le jeu ou l'attachement, de sa capacité à voir le monde à travers les yeux d'un enfant. Nous avons passé 2 ans ensemble avant de nous marier. Mia est arrivée 3 ans plus tard. Nous vivions dans un appartement au 4e étage d'un immeuble d'après-guerre solide, dans un quartier ni branché ni démodé, où les voisins résidaient depuis des décennies et les rues étaient calmes dès 9 heures du soir. C'était un quartier paisible, où l'on pouvait entendre le chant des oiseaux le matin et l'écho lointain des rires des enfants dans le parc. Le petit marché du coin recevait ses livraisons de produits frais tous les mardis matins, emplissant l'air d'odeurs de fruits et légumes de saison, de fromages affinés et de pain chaud. C'était une belle vie. Une vie authentique, construite sur des décisions réelles plutôt que sur la chance, pierre par pierre, avec amour et intention. Une vie que nous avions choisie, que nous avions façonnée ensemble. Je vous raconte tout cela parce que je veux que vous compreniez qui était Hélène avant que je ne vous révèle ce que j'ai découvert qu'elle faisait. Parce que ce qu'elle faisait, ce que j'ai découvert quand j'ai cessé de faire confiance aux familiers et que j'ai commencé à prêter attention, n'était pas ce que j'avais d'abord imaginé. Et ce que c'était réellement, c'est quelque chose que j'ai passé des mois à apprendre à comprendre, une vérité insaisissable qui a défié toutes mes certitudes. Mais d'abord, l'escalier. Ce mardi matin, la main de Madame Dubois sur mon bras, un contact qui a fait basculer mon monde. Je n'ai pas suivi Hélène ce jour-là. Je veux être honnête à ce sujet. Le premier jour après les mots de Madame Dubois, je suis allé travailler. Je me suis assis à mon bureau, l'esprit en ébullition. J'ai ouvert mes diagrammes d'architecture logicielle et je les ai fixés pendant 40 minutes sans rien y voir, mon regard glissant sur les lignes et les symboles sans enregistrer la moindre information. Mon cœur battait la chamade, une sourde angoisse serrant ma poitrine. J'ai fini par les fermer, puis j'ai ouvert mon téléphone et j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant, le doigt tremblant tandis que je cherchais le numéro. J'ai appelé la crèche de la rue des Tilleuls. « Bonjour », ai-je dit, essayant de masquer la légère détresse dans ma voix, de lui donner une intonation aussi neutre que possible. « J'appelle au sujet de ma fille, Mia Fournier. Je voulais juste confirmer son emploi du temps. » Une brève pause s'est étirée, chaque seconde semblant une éternité. Puis, le bruit distinct des touches d'un clavier, tapoté avec une indifférence professionnelle qui contrastait cruellement avec la tempête qui faisait rage en moi. « Mia Fournier !» a dit la femme, sa voix impersonnelle résonnant dans le combiné. « Oui, je la vois ici. Elle était là pour la dernière fois le... » Une autre pause, plus longue, plus lourde, qui a fait monter l'adrénaline en moi. « Le 14, du mois dernier. » Je gardais ma voix aussi ferme que possible. Et avant ça, laissez-moi vérifier. Elle était avec nous régulièrement jusqu'à début septembre. Puis, il y a un vide. Nous étions le 8 novembre. Presque 2 mois. 2 mois. Le chiffre résonnait dans ma tête. Un gong assourdissant dans le silence de mon bureau. « Merci », ai-je dit, un filet de voix que j'espérais masquer.
Je ferai le suivi de son emploi du temps directement. » J'ai raccroché le téléphone, la sensation froide du combiné sur ma joue. Il pesait 1 tonne. Mia n'était pas allée à la crèche depuis près de 2 mois. Un gouffre s'était ouvert sous mes pieds. C'était une faille dans le tissu de notre vie, une déchirure invisible que je n'avais pas même effleurée. J'avais déposé Mia à la crèche pour Hélène exactement 2 fois. Les 2 fois où Hélène n'avait pas été bien, et ces 2 fois-là dataient d'avant septembre. Mon quotidien, mes trajets, mon travail ne m'avaient jamais conduit devant la crèche de la rue des Tilleuls, ni n'avaient nécessité d'interagir avec le personnel. Hélène s'occupait de tout, les allers-retours, la communication avec les parents, les formulaires. C'était le partage que nous avions établi quand Mia avait eu l'âge d'y aller, parce que l'emploi du temps d'Hélène était plus flexible, et cela nous semblait logique, pratique. J'en avais été reconnaissant, profondément. J'avais été, je le comprenais maintenant avec une clarté glaçante, aussi complètement isolé de toute possibilité de savoir quand cette routine avait changé. La confiance, ce voile doux et protecteur, s'était transformé en une prison d'ignorance. Je suis resté assis à mon bureau pendant un long moment, la chaise de bureau grinçant légèrement sous mon poids quand je bougeais, le ronronnement lointain des ordinateurs des collègues remplissant l'espace. L'écran de mon ordinateur, habituellement une fenêtre sur des problèmes complexes, était un miroir vide reflétant mon propre désarroi. Puis, j'ai ouvert un nouveau document. Le curseur clignotait, blanc et implacable, sur un fond noir. J'ai tapé 3 questions, le bruit des touches résonnant étrangement fort dans l'immobilité de la pièce. Où Hélène emmène-t-elle Mia tous les matins? Pourquoi ne veut-elle pas que je le sache? Qu'est-ce que je vais faire de tout ça? J'ai fixé ces 3 questions, ces piliers d'une angoisse nouvelle, pendant un moment qui semblait s'étirer à l'infini. Chaque mot était une piqûre, chaque interrogation un abîme. Mon estomac se tordait, puis j'ai fermé le document sans y répondre. Je me suis levé et attrapé ma veste et me suis dirigé vers une réunion que j'avais déjà reportée 2 fois, parce qu'une partie de moi n'était pas prête pour les réponses. Et j'avais appris assez de mon propre travail pour savoir que quand on n'est pas prêt pour le résultat, il ne faut pas lancer le processus. Le chaos des données non préparées était une chose. Celui d'une vérité insupportable en était une autre. J'avais besoin d'un jour de plus. Juste un jour pour me préparer à l'inconnu, pour me blinder. Le lendemain matin, j'ai quitté l'appartement à l'heure habituelle. Un automatisme ancré dans des années de répétition. J'ai embrassé Hélène, une touche légère sur sa joue, mes lèvres effleurant une peau qui me semblait soudain étrangère. J'ai dit au revoir à Mia, qui mangeait son yaourt à la table de la cuisine avec le sérieux concentré d'une enfant de 3 ans occupée à une tâche cruciale. Le soleil matinal filtrait à travers la fenêtre, éclairant les petites mèches rebelles de ses cheveux. L'odeur du café fraîchement moulu et du sucre se mélangeait à l'air ambiant. Je leur ai dit que je les verrais au dîner, la phrase s'échappant de mes lèvres comme un mensonge soigneusement répété. Chaque mot était un effort. Je suis descendu, mais je n'ai pas quitté l'immeuble. Je me suis posté dans le petit hall près des boîtes aux lettres, un espace un peu sombre où flottait l'odeur du vieux papier et d'un produit de nettoyage désuet. Il y avait une fenêtre qui donnait sur l'entrée principale, partiellement masquée par un grand ficus dont la gestion de l'immeuble s'efforçait de maintenir la vie avec un succès variable depuis aussi longtemps que j'y habitais. Ses feuilles jaunies et poussiéreuses offraient un camouflage inattendu. Et j'ai attendu, le cœur battant la chamade contre mes côtes. Le hall était silencieux à cette heure. Le voisin du 4e, qui partait toujours très tôt pour son travail à l'aube, était déjà parti. Le couple du 2e, qui promenait son petit terrier à 8 heures précises, est passé, m'a adressé un signe de tête rapide, supposant que j'attendais un colis. J'ai hoché la tête en retour, sentant le malaise monter en moi. Le contrat social ordinaire des immeubles. Nous partageons les murs, mais pas les vies, et nous ne posons pas de questions. Mais j'étais en train de déchirer ce contrat, morceau par morceau. À 8h17, 2 minutes plus tard que d'habitude, une infime variation qui m'a fait tressaillir. Hélène est descendue avec Mia. Mia portait son manteau rouge aux boutons de bois, un vêtement familier qui me serrait la gorge. Hélène était habillée pour une journée ordinaire, sa veste gris foncé, ses chaussures pratiques, ses cheveux tirés en arrière de la manière qu'elle adoptait quand elle était pragmatique, efficace. Elle tenait la petite main de Mia dans la sienne et le sac de crèche de Mia était sur son épaule. Le même sac, comme toujours.
Le bleu avec la petite chouette imprimée que Mia avait choisie elle-même au marché, il y a plus d'1 an, avec un air de grande décision. Je me suis souvenu de ce jour, de la fierté dans les yeux de Mia quand elle l'avait désignée du doigt. Tout semblait exactement comme d'habitude. Impeccable. Parfait. C'était la partie la plus difficile à supporter. Cette façade de normalité, ce tableau paisible qui masquait une vérité inconnue. Elles sont sorties par la porte d'entrée. J'ai regardé à travers la fenêtre, le ficus filtrant ma vue, tandis qu'elle tournait vers le sud sur le trottoir. J'ai attendu 30 secondes. Assez longtemps pour que si Hélène jetait un coup d'œil en arrière, elle ne me verrait pas immédiatement, pas si longtemps que je perdrais le manteau rouge dans le flot matinal des piétons. Puis, je les ai suivis. Je dois faire une pause ici, parce que je sais ce que cela donne. Un homme qui suit sa femme, qui la surveille sans la prévenir. De la filature, le mauvais genre d'attention. J'y ai réfléchi attentivement, et je comprends le malaise. Je l'ai ressenti moi-même, debout derrière un ficus dans le hall de mon propre immeuble, à regarder ma femme emmener ma fille dans la rue. Le goût amer de la trahison, même si elle venait de moi, emplissait ma bouche. Mais j'avais aussi une question qui méritait une réponse. Et cette réponse m'était délibérément cachée. Il y a une différence entre une suspicion née de la méfiance et une suspicion née de l'information. Madame Dubois m'avait donné des informations. L'administratrice de la crèche l'avait confirmé, sa voix plate et professionnelle accentuant la bizarrerie de la situation. Je ne suivais pas Hélène parce que je doutais de son caractère de manière abstraite. Je la suivais parce que ma fille de 3 ans allait chaque jour quelque part qui n'était pas là où je pensais qu'elle allait, et j'avais désespérément besoin de comprendre ce qu'était cet endroit. Je ne vous dis pas cela comme une justification, mais comme la vérité de ce que je pensais en marchant à 20 mètres derrière ma femme et ma fille. Par un matin gris de novembre, en me tenant à l'extrémité du trottoir, les yeux rivés sur le manteau rouge aux boutons de bois. Le vent froid s'engouffrait dans les rues, soulevant les feuilles mortes et me glaçant jusqu'aux os, mais je ne sentais rien d'autre que la tension qui nouait mes muscles. Elles n'ont pas tourné dans la rue des Tilleuls. Elles ont tourné à gauche dans la rue Bac, qui courait parallèlement à la rue des Tilleuls, mais dans la direction opposée à la crèche. J'ai suivi, un frisson d'appréhension me parcourant. Nous avons marché pendant environ 4 minutes, le pas de Mia donnant le rythme, cette démarche délibérée et tranquille d'une enfant de 3 ans que les adultes accompagnent avec une patience exercée. Hélène tenait sa main et lui parlait en marchant. Je pouvais entendre des fragments quand le vent était favorable, portant leur voix jusqu'à moi. Quelque chose à propos des oiseaux qui s'envolaient vers le sud. Quelque chose qui a fait rire Mia, ce rire aigu, involontaire qu'elle avait et qui sonnait comme une petite clochette, une mélodie innocente qui déchirait mon cœur. Je continuais d'avancer, et je continuais d'écouter ce rire cristallin, tandis que quelque chose dans ma poitrine accomplissait 2 tâches simultanément. D'une part, l'attention acérée d'un homme qui s'efforçait de déchiffrer une situation complexe, chaque fibre de mon être tendue vers la compréhension. D'autre part, une sensation plus douce, plus insaisissable, mais tout aussi puissante. La prise de conscience que quoi qu'il se passât, quel que soit le secret qu'Hélène m'avait eu, quelle que fût la vérité sur le point d'éclater, ma fille, vêtue de son manteau rouge aux boutons de bois, avançait vers elle en riant des oiseaux, totalement insouciante. L'innocence de son rire, portée par les rafales de vent froid, me transperçait. Quelle que fût cette chose, elle ne l'effrayait pas. Et ça, c'était crucial. Ça changeait tout. Elles s'arrêtèrent devant un immeuble que je ne reconnaissais pas. Un bâtiment résidentiel de 4 étages, en briques brunes, d'une époque similaire au nôtre, mais visiblement mieux entretenu. Un panneau d'interphone était fixé près de la porte d'entrée. Hélène pressa l'un des boutons, directement, sans hésitation, avec l'assurance tranquille de celle qui connaît parfaitement l'endroit. Un instant plus tard, la porte s'entr'ouvrit de l'intérieur, révélant une ombre fugace avant de se refermer sur elle. Elle fit entrer Mia. Je restais figé de l'autre côté de la rue, le cœur serré par une solitude glaciale qui s'insinuait en moi. Mon téléphone était déjà dans ma main, son écran noir reflétant le ciel bas et les nuages lourds. Je scrutais l'immeuble, mais rien à l'extérieur n'indiquait sa fonction, aucune enseigne discrète, aucun indice. Un simple bâtiment résidentiel, perdu dans l'anonymat d'une rue ordinaire. Pourtant, pour moi, il venait de prendre une dimension extraordinaire, un point focal inquiétant. J'enregistrai l'adresse sur mon téléphone, mes doigts tremblant légèrement. Puis,
Je traversais la rue Bac, ma démarche rendue lourde par l'appréhension. En m'approchant du panneau d'interphone, je dénombrais 12 boutons. La plupart affichaient de simples noms de famille, gravés ou écrits à la main. Mais l'un d'eux, au 3e étage, sous un nom que je ne connaissais pas, portait une petite étiquette imprimée avec soin. Centre d'intervention précoce. Le terme allemand, Frühförderungszentrum, s'ancrait en moi, un écho froid de la réalité. Je restais là, immobile, ce mot s'imprimant sur ma rétine, tandis que le froid du matin de novembre continuait de m'envelopper. Une nouvelle sorte de froid, plus insidieux, celui de la certitude naissante, s'installait en moi. Je respirais profondément, tentant de calmer les battements de mon cœur. Puis, je pris ma décision. Je me mis au travail. Il me faut faire une pause ici, un instant. Je sais ce que cette scène implique. Un homme qui suit sa femme, la surveille à son insu. Une intrusion, une attention déplacée. J'y ai réfléchi avec une lucidité douloureuse et je comprends le malaise que cela peut susciter. Je l'ai ressenti moi-même. Ce sentiment étrange d'être un espion dans ma propre vie, debout derrière le ficus dans le hall de notre immeuble, observant Hélène et Mia s'éloigner dans la rue. Mais une question exigeait une réponse, et cette réponse m'était délibérément cachée. Il y a une distinction fondamentale entre la suspicion née de la méfiance aveugle et celle issue d'une information concrète. Madame Dubois m'avait alerté, une graine d'incertitude plantée dans mon esprit. L'administratrice de la crèche l'avait involontairement confirmée, la faisant germer. Je ne suivais pas Hélène par défiance de son caractère abstrait. Non. Je la suivais parce que ma fille de 3 ans se rendait chaque jour dans un lieu inconnu, et je devais en comprendre la nature. Ce n'était pas une traque, mais une quête de vérité, mue par l'amour et l'inquiétude. Si vous êtes encore avec moi, et je vous en remercie de tout cœur pour votre patience et votre indulgence, je vous invite à réfléchir. Que feriez-vous à ma place, à cet instant précis? Serais-je resté là, planté, à attendre l'impensable? Aurais-je osé franchir cette porte, brisant le fragile équilibre? Ou serais-je rentré chez moi, me murant dans le silence et l'ignorance? La décision que j'ai prise, en ces 30 secondes suspendues sur la rue Bac, est une de celles que j'ai maintes fois revisitées, analysées sous tous les angles. J'ai choisi de me mettre au travail, parce que je ne comprenais pas encore la pleine portée de ce que j'avais sous les yeux. Et j'avais appris, au fil de mes années passées à concevoir et à gérer des systèmes complexes, que toute action entreprise avant une compréhension exhaustive du fonctionnement d'un système engendre inévitablement plus de dégâts que l'attente patiente d'informations plus complètes. C'était une leçon gravée en moi, une seconde nature professionnelle. Je suis donc rentré. Mais pas avant d'avoir méticuleusement noté l'adresse de l'immeuble. La recherche allait commencer. Il m'a fallu une vingtaine de minutes de recherches intenses, une plongée méthodique dans les registres publics et les annuaires locaux. C'était le genre d'investigation que j'effectuais quotidiennement dans ma vie professionnelle d'architecte logiciel, mais cette fois, elle s'appliquait à une question entièrement personnelle, d'une urgence brûlante. Mon bureau à la maison, d'habitude si ordonné, semblait se contracter autour de moi. Le silence uniquement brisé par les clics de ma souris et le léger vrombissement de l'ordinateur. Ce que j'ai trouvé, au bout de ma 3e tentative, après avoir épuisé les pistes évidentes, fut une petite annonce discrète, presque enfouie, dans un répertoire régional des services sociaux. L'immeuble de la rue Bac abritait, entre autres résidences privées, un centre d'intervention précoce dûment enregistré. Un programme spécialisé, y était-il précisé, destiné aux enfants présentant des différences de développement. Thérapie du langage. Ergothérapie. Un soutien précoce basé sur le jeu pour les enfants dont l'environnement de crèche standard ne répondait pas aux besoins spécifiques. J'ai lu ces mots. Puis je les ai relus une 2e fois, ma gorge se serrant, le souffle coupé. Et enfin, une 3e fois, chaque terme s'imprimant dans mon esprit avec la force d'un marteau, décomposant ma réalité, brique par brique. Puis, j'ai posé mon téléphone face contre le bureau, le dos de l'appareil froid sous ma paume, et j'ai fixé le mur pendant un long moment. Le silence de mon bureau, d'habitude si familier et réconfortant, semblait désormais peser lourd, chargé de non-dits et de vérités que je n'avais pas voulu voir. La lumière du jour déclinait doucement, filtrant à travers les stores mi-clos, peignant la pièce d'une teinte grise et mélancolique. L'air était immobile, lourd, comme avant un orage. Maintenant, je dois vous dire quelque chose à propos de Mia.
Dès ses premiers jours, elle fut une enfant qui suivait son propre rythme, traçant son chemin avec une détermination tranquille. Elle fut plus lente à parler que ce que les repères de développement suggéraient. Pas de manière alarmante, pas au point d'inquiéter quiconque ne connaissait pas ses repères avec la précision quasi scientifique d'Hélène. À 18 mois, elle n'avait qu'une poignée de mots, des bribes sonores qui n'appartenaient qu'à elle et à ceux qui l'aimaient. À 2 ans, elle en avait plus, certes, mais toujours moins que ce qu'indiquaient les courbes de développement. Pourtant, elle communiquait avec une précision étonnante, à travers ses expressions, ses gestes vifs et la modulation exacte de ses vocalisations. Un regard interrogateur, un doigt pointé avec insistance vers un objet désiré, un rire cristallin ou un petit grognement de frustration. Tout était clair. Elle était comprise sans difficulté par tous ceux qui l'entouraient, ceux qui avaient appris à décrypter son langage unique, fait d'intentions pures et de sentiments non filtrés. Je me souviens d'une fois où elle avait voulu que je lise son livre préféré, et au lieu de dire « livre », elle avait mimé l'ouverture de ses pages avec ses petites mains, les yeux pétillants, et j'avais immédiatement compris. C'était Mia. Hélène avait mentionné, une fois, au printemps précédent, qu'elle avait parlé au pédiatre du développement du langage de Mia, qu'il gardait un œil dessus. J'avais demandé ce que cela signifiait exactement, et Hélène avait répondu que c'était des bilans périodiques, pour noter les progrès, sans s'inquiéter encore. J'avais hoché la tête, un mouvement distrait et machinal. Je n'avais plus posé la question. Le sujet avait été rangé, classé, oublié. Je veux m'arrêter sur ce point un instant, car il est crucial. Hélène m'avait parlé. Dans le langage qu'elle avait utilisé, elle avait communiqué qu'une chose était surveillée. J'avais entendu, j'avais traité l'information avec une rapidité professionnelle et je l'avais rangée dans la catégorie « ne requiert pas encore mon attention ». Et puis, je n'avais pas fait de suivi. Je n'avais pas demandé, lors du rendez-vous suivant, ou de celui d'après, ce que le médecin avait dit. Je n'avais pas demandé à Hélène, lors des dîners, des soirées ou des matins de week-end que nous avions partagés au cours des mois suivants, comment se déroulait ce fameux « suivi ». Je me revois attablé, le journal à la main, un café fumant devant moi, tandis qu'Hélène préparait Mia pour la crèche, et ce souvenir fugace me transperce maintenant comme un poignard. Tant d'occasions manquées, tant de moments où son regard aurait pu croiser le mien, où un simple mot aurait pu tout changer. Elle m'avait dit. Je n'avais pas écouté. La différence entre ces deux choses, le dire et le recevoir, est une pensée qui me hante chaque semaine depuis ce matin de novembre. C'est un abîme silencieux qui s'est creusé en moi, une faille dans la fondation de notre confiance. Ce soir-là, je suis rentré à l'heure habituelle. Le crépuscule s'installait sur la rue des Tilleuls et les lumières des appartements commençaient à s'allumer, une à une. L'odeur du dîner m'a accueilli dès que j'ai franchi la porte d'entrée, un mélange réconfortant d'épices et de légumes mijotés qui, d'habitude, me remplissait d'une douce anticipation. Mais ce soir, elle n'était qu'un voile sur l'agitation qui bouillonnait en moi. Le dîner était déjà en préparation. Hélène était devant la cuisinière, le dos tourné, sa silhouette familière se découpant dans la lumière chaude de la cuisine. Mia était dans le salon, plongée dans la construction d'une structure élaborée et secrète, faite de blocs de bois. Elle murmurait, racontant l'avancée de son œuvre dans son mélange particulier de mots et de sons, signe qu'elle était profondément immergée dans son propre monde imaginaire. Un petit temple peut-être, ou un château pour des créatures invisibles. Je me suis penché et j'ai déposé un baiser sur le sommet de sa tête douce. Elle a tapoté ma main sans lever les yeux, un geste d'affection qui, pour la première fois, m'a serré le cœur d'une douleur lancinante. Je me suis forcé à sourire, à prendre une inspiration profonde. J'ai mis la table, le cliquetis des assiettes et des couverts résonnant un peu trop fort dans le calme apparent de l'appartement. J'ai aidé à terminer le dîner, ma présence un peu rigide, mes mouvements calculés pour ne rien trahir de la tempête qui faisait rage en moi. Nous avons mangé. Les conversations étaient légères, banales, comme d'habitude. Hélène a parlé de sa journée, de petites anecdotes sur Mia. J'ai répondu par des monosyllabes, mon esprit ailleurs, calculant chaque mot que je devrais prononcer plus tard. Et puis, quand Mia fut couchée, bercée par les histoires du soir et le rituel apaisant du coucher, et que la cuisine fut rangée, brillante et silencieuse, nous nous sommes assis dans le salon. Le silence particulier d'une soirée, avec un enfant endormi, s'est installé, un silence doux et profond,
seulement troublé par le souffle léger du vent à travers la fenêtre et le lointain bourdonnement de la ville endormie. Les lampes projetaient des cercles de lumière douce, créant des zones d'ombre où se cachèrent nos pensées. C'est là, dans ce cocon trompeur de sérénité, que j'ai dit, ma voix semblant étrangère, à peine plus qu'un murmure, « Il faut que je te parle de quelque chose ?» Hélène a levé les yeux vers moi. Quelque chose a bougé sur son visage. Pas de l'alarme à proprement parler, mais une reconnaissance. Le regard de quelqu'un qui attend qu'une conversation commence, sans être encore certaine de laquelle il s'agit, mais sachant qu'elle sera difficile. Une tension imperceptible s'est installée dans ses épaules, une rigidité que je connaissais bien. J'ai appelé la crèche. Ai-je poursuivi, ma voix maintenant plus ferme, bien que je sentais mon cœur battre la chamade. Ils ont dit que Mia n'y est pas allée depuis septembre. Le silence qui a suivi a duré environ 4 secondes. Une éternité. Le tic-tac de l'horloge murale, que je n'avais pas remarqué jusqu'alors, est devenu assourdissant. Je t'ai suivi ce matin, ai-je ajouté, mon regard ancré dans le sien, refusant de céder. Jusqu'à la rue Bac. Elle a détourné le regard, fixant la fenêtre sombre où se reflétait faiblement la pièce. Puis, elle l'a ramené vers moi, ses yeux exprimant un mélange de surprise, de résignation et de quelque chose d'indéchiffrable. J'ai cherché l'adresse, ai-je dit. Je sais ce qu'est le bâtiment. Je n'ai rien dit d'autre. J'ai attendu. L'air était si épais qu'il était difficile de respirer. Hélène a posé ses mains à plat sur ses cuisses, pressant fermement. C'était un geste que je reconnaissais, celui qu'elle utilisait lorsqu'elle décidait comment aborder une chose difficile, comment en trouver le début. Ses doigts s'agrippaient au tissu de son jean, ses jointures blanchies. Puis, elle m'a regardé directement, son masque d'incertitude tombant pour révéler une détermination que je lui connaissais aussi. « J'allais te le dire », a-t-elle murmuré, sa voix rauque. J'essayais de trouver comment. « Dis-le-moi maintenant », ai-je insisté, le mot « s'il te plaît » se tordant dans ma gorge, porteur de toute l'urgence et la douleur que je ressentais. Je ne voulais pas de justification, pas de détour. Juste la vérité, brute et sans phare. Ce qu'Hélène m'a raconté, au cours des 2 heures suivantes, a entièrement réorganisé ma compréhension des 7 derniers mois de notre vie. Chaque souvenir, chaque événement anodin, chaque moment partagé s'est reconfiguré sous un nouveau jour, révélant une vérité sous-jacente que j'avais été aveugle à percevoir. C'était comme si un voile épais avait été levé, et que le monde que je pensais connaître s'était soudainement révélé être une illusion soigneusement construite. Début septembre, après une conversation avec le pédiatre de Mia, qui avait été plus directe et moins évasive que les précédentes, Hélène avait été orientée vers un spécialiste du développement du langage et de la parole chez les jeunes enfants. Ce n'était plus un simple « on garde un œil dessus », mais une préoccupation concrète, étayée par des observations précises. Le pédiatre avait souligné des retards spécifiques, des schémas de communication qui, bien que charmants et efficaces au sein de notre famille, pourraient devenir un obstacle pour Mia dans des environnements plus larges. Le spécialiste, une femme aux yeux vifs et à la voix douce, avait évalué Mia sur 2 séances, observant ses interactions, ses tentatives de communication, sa manière d'appréhender le monde. Ses conclusions avaient été claires et sa recommandation sans équivoque. Un programme d'intervention précoce structuré, celui de la rue Bac, était l'approche la plus efficace pour le profil spécifique de Mia. Il était crucial de commencer immédiatement, avec cohérence et avec le moins de perturbations possible de la routine de Mia. La recherche sur le sujet était catégorique. Une intervention précoce produisait des résultats significativement meilleurs, ouvrant la voie à des progrès plus rapides et plus durables. Hélène avait inscrit Mia la semaine suivante. Elle ne m'avait rien dit. Elle avait maintenu la fiction du dépôt à la crèche, partant à la même heure chaque matin, ramenant Mia chaque soir avec le même rythme, la même décontraction apparente. Je me suis revu, certains matins, l'embrasser rapidement avant qu'elle ne parte, lui demandant distraitement si Mia avait eu une bonne journée à la crèche. Son sourire, alors, n'était qu'une façade, une performance subtilement orchestrée. Elle n'avait pas encore trouvé les mots pour ce qu'elle devait me dire, et elle avait eu peur de ce qui se passerait quand elle le ferait. « De quoi avais-tu peur » ai-je demandé, la voix tendue, cherchant à comprendre l'ampleur de ce fossé. Elle est restée silencieuse un instant, son regard perdu dans le vide, comme si elle cherchait les mots justes, les plus honnêtes, au fond d'elle-même. « Que tu paniques » a-t-elle dit enfin,
son regard revenant vers moi, lourd de reproches et de compréhension. À ta manière de paniquer, qui est silencieuse, mais tout aussi perturbatrice, même si elle est calme. Et j'avais besoin qu'elle soit stable dans le programme avant d'introduire la moindre turbulence. J'ai réfléchi à cela, le poids de ces mots s'abattant sur moi. Tu pensais que ma réaction perturberait Mia? Je pensais que ton besoin de gérer ça prendrait une place que je devais lui accorder, à elle, dès le début. Et je gérais déjà. Elle s'est interrompue, un soupir d'épuisement lui échappant. Elle a repris, les yeux rougis. Je gérais déjà tout, les rendez-vous, la paperasse, l'adaptation de Mia, la mienne. Je n'avais plus de place pour gérer aussi tes sentiments à ce sujet. Je suis resté assis là, absorbé par ses paroles, pendant un long moment. Le silence était redevenu pesant, mais cette fois-ci, il était rempli de vérités amères. Est-ce juste? A-t-elle demandé, sa voix empreinte de lassitude. Probablement pas entièrement, mais c'est honnête. C'était honnête. Je devais lui accorder cela. Et cette honnêteté, aussi douloureuse soit-elle, était un coup de massue. J'ai repensé à ces soirées de septembre et d'octobre où j'étais assis à côté d'Hélène sur ce même canapé, tous deux plongés dans nos livres ou nos téléphones. Cette proximité confortable, celle de deux personnes qui partagent une vie depuis assez longtemps pour que le silence n'ait plus besoin d'être comblé, était devenue une carapace. J'avais été assis à côté d'une femme qui portait le poids d'une ordonnance de spécialiste, d'un nouveau programme, de séances hebdomadaires, de notes d'observation quotidiennes et de la peur indicible d'un parent voyant son enfant travailler plus dur qu'il ne le devrait. Et je n'avais rien vu. J'avais lu mon livre, bu mon thé fumant et dit bonne nuit, enveloppé dans mon ignorance. La lumière tamisée du salon, le léger grincement des planchers à l'étage, l'odeur familière de notre foyer. Tout cela avait masqué la tempête qui faisait rage en elle. J'aurais dû savoir que quelque chose n'allait pas, ai-je murmuré, le regret me serrant la gorge. « Tu n'as pas demandé ?» a-t-elle répondu. Pas une accusation, juste un constat, brutal dans sa simplicité. « Non », ai-je confirmé, la voix à peine audible. « Je n'ai pas demandé. » Un nouveau silence s'est installé, plus lourd encore que le précédent. L'appartement était d'un calme écrasant. L'immeuble tout entier semblait retenir son souffle. Dehors, la rue des Tilleuls avait cette quiétude particulière de fin de soirée, propre au quartier où les gens se couchent à des heures raisonnables, où les bruits de la ville s'estompent pour laisser place à un murmure lointain de vent dans les arbres. Le ronronnement lointain d'un réfrigérateur, le craquement occasionnel d'un vieux meuble, tout soulignait cette immobilité. « Comment va-t-elle » ai-je demandé, ma voix trahissant une anxiété que je ne pouvais plus dissimuler. « Avec le programme ?» Le visage d'Hélène a changé. Quelque chose s'est adouci dans ses traits, un relâchement subtil qui m'a donné la réponse avant même qu'elle ne parle. Ses yeux, fatigués un instant plus tôt, se sont illuminés d'une tendresse infinie. « Tellement bien », a-t-elle dit, un sanglot d'émotion lui coupant la voix. « Daniel, elle va tellement bien. Les thérapeutes sont merveilleuses avec elle. Elle est plus verbale qu'il y a 6 semaines. Elle a pressé sa main contre sa bouche un instant, comme pour contenir l'onde de soulagement qui la submergeait. Puis, elle l'a baissée, un sourire tremblant aux lèvres. Elle va s'en sortir. Je savais qu'elle le ferait. Mais maintenant, je le sais avec certitude. J'ai senti quelque chose bouger dans ma poitrine. Un desserrement. Quelque chose qui s'était tendu depuis l'appel téléphonique de la crèche la veille. Depuis la découverte de ce bâtiment de la Bargasse, depuis ce panneau d'interphone froid et anonyme, s'est relâché dans un murmure de paix. C'était comme si un étau invisible, serré autour de mon cœur depuis des heures, venait enfin de céder, laissant un vide doux et apaisant. « D'accord », ai-je dit, le mot sonnant comme une bouée de sauvetage. « D'accord » a-t-elle répété, une pointe d'incrédulité dans sa voix. « Raconte-moi tout », ai-je insisté, le besoin d'absorber chaque détail, de rattraper le temps perdu, brûlant en moi. Depuis le début, ce que le spécialiste a dit, ce qu'est le programme, ce sur quoi il travaille avec elle, ce que tu as vu changer. Raconte-moi tout. « Il est tard », a-t-elle fait remarquer, la fatigue se lisant dans ses yeux. « Je sais », ai-je répondu. « Raconte-moi quand même. » Et elle l'a fait. Pendant 2 heures encore, elle m'a tout raconté. L'évaluation du spécialiste et ce qu'elle impliquait. Les recherches sur l'intervention précoce qu'Hélène avait passé des semaines à lire, parce que bien sûr,
Elle l'avait fait, elle était diplômée en psychologie de l'éducation, c'était son domaine. Et ce qu'elles indiquaient sur les résultats avec un soutien intensif précoce. Le programme de la Bargas, la thérapeute principale, l'approche, les techniques spécifiques utilisées avec Mia, les objectifs progressifs et la manière dont Mia les atteignait. Elle parlait avec une passion contenue, ses mains s'animant parfois pour illustrer un point, ses yeux brillants malgré l'heure avancée. Le salon, plongé dans l'obscurité à l'exception de la petite lampe de lecture, était rempli de sa voix, de ses espoirs, de ses craintes passées et de son nouveau savoir. Elle m'a parlé d'un mardi, 3 semaines plus tôt, lorsque Mia, sans y être incitée, avait utilisé une phrase de 3 mots dans un contexte où, auparavant, elle aurait pointé du doigt ou fait un geste. La thérapeute l'avait noté dans les rapports de session, et Hélène, après la séance, s'était tenue dans le couloir du bâtiment de la Bargas et avait pleuré pendant environ 45 secondes. Des larmes silencieuses, libératrices, avant de se ressaisir, d'essuyer ses yeux et de ramener Mia à la maison pour le déjeuner, comme si de rien n'était. Mon cœur s'est serré en imaginant ce moment, cette victoire intime qu'elle avait vécue seule. J'ai tout écouté, absorbé. J'ai posé des questions là où j'en avais. Et quand elle a finalement terminé, bien après minuit, j'ai dit « Je veux venir. Aux séances. Aux réunions de parents. » Elle m'a regardé, son expression indéchiffrable dans la pénombre. « J'aurais dû être là depuis le début. » ai-je continué, la voix chargée d'un aveu douloureux. Je ne l'étais pas parce que je ne savais pas. Et je ne savais pas parce que... Je me suis arrêté, choisissant mes mots avec soin. Parce que nous en sommes arrivés là par une série de petits échecs que ni l'un ni l'autre n'avons commis délibérément. Mais je suis là maintenant. Et je veux être là. Hélène est restée silencieuse un instant. Puis elle a dit, d'une voix prudente et un peu fatiguée, « J'aimerais ça. Je sais que je dois le mériter, ai-je dit, le poids de mes paroles évident. Nous avons tous les deux des choses à regagner, a-t-elle répondu, un soupir léger échappant à ses lèvres. C'était la version honnête, et je l'ai acceptée, même si elle me lacérait. C'est ici que je veux aborder les choses avec prudence, parce que c'est la partie où je dois être honnête avec moi-même d'une manière qui me met mal à l'aise. Hélène ne m'avait pas parlé de l'évaluation du développement de Mia parce qu'elle s'attendait, se basant sur l'expérience, sur l'observation, sur 8 ans à me connaître, à ce que mon processus d'assimilation de cette information consume des ressources dont elle avait désespérément besoin ailleurs. Et elle n'avait pas tort. Je suis, par nature, une personne qui a besoin de comprendre un système complètement avant de pouvoir fonctionner en douceur à l'intérieur de celui-ci. Quand de nouvelles informations arrivent et modifient la carte de mon monde, j'ai besoin de temps pour la reconstruire entièrement. Ce besoin n'est pas dramatique, je ne l'exprime pas bruyamment, je ne me roule pas par terre. Mais il est réel, profond, et il exige du temps et de l'attention. Et la personne la plus proche de moi, celle qui partage ma vie, en supporte le poids lorsque l'information est personnelle et bouleversante. C'est comme si un interrupteur invisible se déclenchait en moi, me plongeant dans une phase d'analyse interne intense, coupant momentanément ma capacité à interagir avec le monde extérieur de manière fluide. J'avais démontré ce schéma à Hélène à maintes reprises au cours de nos 8 années de vie commune. De petites démonstrations, insidieuses. La façon dont je devenais silencieux pendant une journée entière lorsque nous recevions une mauvaise nouvelle, quelle qu'elle soit, une alerte médicale, un problème financier inattendu, l'anticipation d'une conversation difficile. La façon dont ces journées de silence lui coûtaient cloche quelque chose, l'obligeant à porter seule l'atmosphère émotionnelle du foyer pendant que je traitais l'information, que je la déconstruisais et la reconstruisais mentalement. Elle avait appris à prédire ses périodes, ses replis. Elle avait appris, à un certain moment, à calibrer ce qu'elle me disait en fonction du coût des journées silencieuses qui allaient suivre, en fonction de ma capacité à rester présent. Et je n'avais jamais vraiment mesuré l'ampleur de ce coût, de ce fardeau qu'elle portait pour nous deux. Elle avait posé les yeux sur tout ce qu'elle portait déjà. Une évaluation développementale, une référence à un spécialiste, l'inscription à un programme, des séances hebdomadaires, une observation quotidienne. La montagne de paperasse qui accompagnait tout cela. Et elle avait fait un calcul. Elle avait décidé qu'ajouter mes besoins de traitement émotionnel à cette charge la rendrait trop lourde. Alors, elle avait géré le fardeau seule, dans le silence de notre quotidien, sous le poids invisible de toutes ses exigences. Je pouvais presque revoir son visage à l'époque, les cernes sous ses yeux,
la façon dont elle traînait parfois les pieds le soir. Un soupir à peine audible s'échappant de ses lèvres tandis qu'elle feuilletait encore un dossier après avoir couché Mia. Cette décision était une erreur. J'en suis convaincu. Et je crois qu'elle l'est aussi, au fond d'elle-même. Mais la raison de cette décision, le fait que je l'avais conditionnée, au fil des ans, par d'innombrables petites démonstrations, à anticiper que mon traitement émotionnel nécessiterait une adaptation, une mise en veille de ses propres besoins, cela, c'était de ma faute. C'était un schéma que j'avais construit sans même en prendre conscience, et auquel elle s'était adaptée sans que jamais aucun de nous n'ose le nommer directement, le mettre en lumière. J'y ai réfléchi longuement en décembre, assis dans le bureau du docteur Bayer, tandis qu'il me demandait de décrire les moments où j'avais choisi d'être inaccessible plutôt que présent. Pas littéralement inaccessible, bien sûr. J'étais toujours là, toujours fonctionnellement disponible, mon corps occupant l'espace, ma voix répondant aux questions pratiques. Mais j'étais émotionnellement derrière une vitre épaisse. Audible, oui, mais intouchable. Comme une silhouette floue, perçue mais jamais pleinement ressentie. Dehors, les lumières de Noël commençaient à scintiller. Mais dans mon esprit, c'était une obscurité profonde qui s'installait. La liste était plus longue que ce à quoi je m'étais attendu en commençant à l'adresser. Chaque fois que je me repliais, c'était un instant où Hélène apprenait un peu plus à ne plus attendre de moi une certaine forme de soutien, de présence. Je me souvenais de moments où elle avait posé une main sur mon bras, le regard inquiet, alors que je fixais le vide, perdu dans mes pensées, et où je l'avais à peine remarqué, mon esprit déjà en train de déconstruire un problème, de reconstruire une solution, loin d'elle. J'avais été un partenaire fiable, c'est certain. Présent sur le plan logistique, toujours prêt à m'occuper des tâches pratiques, à payer les factures, à gérer les réparations de la maison, à conduire Mia à la crèche. Présent sur le plan matériel, veillant à ce que notre foyer fonctionne sans accroc. Mais la fiabilité sans disponibilité émotionnelle n'est pas la même chose qu'un véritable partenariat. Et quelque part, au fil des années accumulées, Hélène avait appris à faire la distinction entre demander quelque chose et demander quelque chose qu'elle recevrait réellement. Elle avait cessé de demander la seconde catégorie. J'imaginais les innombrables fois où elle avait ravalé une question, un besoin, une inquiétude, parce qu'elle savait, par expérience, que ma réponse serait une absence, une non-réponse, une fuite silencieuse. Je revoyais son regard, parfois, un mélange de résignation et de lassitude, lorsqu'elle avait fini par se débrouiller seule. C'est cela qui est devenu le cœur du travail que nous avons accompli au cours des mois suivants. Pas le secret lui-même, bien que cela ait eu son importance et ait dû être abordé avec franchise. Mais plutôt les conditions profondes qui avaient fait que le secret était apparu à Hélène comme l'option la plus gérable, la moins coûteuse en énergie. Les schémas d'adaptation et de non-communication que deux personnes vivant un partenariat étroit peuvent construire au fil des ans, sans jamais faire de choix délibérés, sans jamais prononcer un mot à voix haute. Des murs érigés pierre par pierre dans le silence, sans même que l'on s'en aperçoive. Nous avons trouvé un thérapeute de couple, un homme nommé Dr Bayer, calme et précis, dont le bureau se trouvait au 3e étage d'un immeuble en pierre de taille, près de la Seine, sur la rive gauche. L'air y était toujours un peu frais, même en hiver, et on entendait parfois le lointain murmure du trafic ou le cri des mouettes. Son bureau, tapissé de livres anciens et d'une moquette épaisse, dégageait une atmosphère feutrée, propice à la confidence. Il avait une habitude déconcertante. Marquer une pause avant de répondre à quoi que ce soit que nous disions. Une pause juste assez longue pour sembler intentionnelle, réfléchie. J'ai immédiatement apprécié cela. Cela signifiait qu'il nous écoutait réellement, qu'il pesait nos mots avant de formuler les siens. Lors de la 2e séance, il nous a demandé à chacun de décrire un moment où nous avions choisi de ne rien dire à l'autre personne. Pas quelque chose de dramatique, non. Juste un petit moment ordinaire de non-dit. Une de ces petites fissures invisibles qui, avec le temps, peuvent fragiliser un édifice. Hélène a décrit un matin, il y a 2 ans, alors qu'elle était anxieuse à propos de quelque chose au travail, et qu'elle m'avait dit que tout allait bien quand je lui avais demandé, parce qu'elle n'avait pas voulu entamer une conversation qu'elle n'aurait pas eu le temps de terminer. Je me souvenais de cette matinée. Mia qui réclamait son petit déjeuner, l'odeur du café, Hélène qui vérifiait son téléphone toutes les 2 minutes, le front légèrement plissé. Quand je lui avais lancé un « Ça va, chérie ?» distrait, elle avait forcé un sourire. « Oui, ça va » et avait filé avant que je ne puisse insister.
J'avais haussé les épaules et replongé dans mon journal. Une occasion manquée, une de plus. J'ai décrit la conversation du printemps à propos de la pédiatre. Quand Hélène avait dit qu'elle garderait un œil dessus, et que j'avais enregistré l'information, la classant mentalement dans la catégorie « ne requiert pas encore mon attention », sans jamais redemander. Je me revoyais dans la cuisine, les mains dans l'eau savonneuse. Hélène à côté de moi, parlant doucement d'une petite inquiétude concernant Mia. Mon esprit, déjà ailleurs, avait enregistré les mots « garder un œil », comme une permission de ne pas m'en soucier immédiatement. Un aveuglement volontaire, une négligence déguisée en pragmatisme. Le docteur Bayer est resté silencieux un instant après que chacun de nous ait parlé. Le silence dans la pièce était lourd, saturé de nos vérités à peine révélées. Puis il a dit, sa voix calme mais percutante, « Ce que j'entends, ce sont deux personnes qui ont chacune, séparément, décidé à divers moments que l'autre personne ne pouvait pas pleinement porter ce qu'elle portait elle-même. Est-ce que cela vous semble juste ? » Nous nous sommes regardés, Hélène et moi. Un regard lourd de ce que nous savions tous les deux être vrai. C'était juste, douloureusement juste. C'est un schéma courant, a-t-il poursuivi, un léger froncement de sourcils. Et un schéma dangereux. Parce qu'une fois que vous avez décidé que quelqu'un ne peut pas porter quelque chose, vous cessez de le lui offrir. Et il n'a jamais la chance de prouver que cette supposition est fausse. L'air dans le bureau semblait s'être épaissi. Il s'est légèrement penché en avant, les coudes sur ses genoux. La question n'est pas de savoir qui avait tort ou raison dans chaque décision individuelle. La question est, comment bâtir une relation où personne n'a à faire ce calcul en premier lieu ? Nous avons passé les mois suivants à travailler sur cette question. Elle n'avait pas de réponse rapide, ni de solution miracle. Le chemin était sinueux, parsemé de doutes et de moments d'inconfort. Mais c'était la bonne question. Et assis dans ce bureau, sur ce canapé légèrement affaissé, face à ma femme qui avait porté quelque chose seule pendant 2 mois, parce qu'elle avait prédit ma réaction avec suffisamment de précision pour que le secret lui semble une option raisonnable. J'ai compris, pour la première fois avec une clarté déchirante, quel genre de partenaire j'avais été. Fiable, présent, et pourtant, silencieusement, constamment absent des choses les plus difficiles, des fardeaux les plus lourds. Un fantôme émotionnel, habitant la même maison, mais jamais vraiment connecté au cœur de l'autre. Cette réalisation me hantait. Je me demandais combien d'autres couples, combien d'autres individus, dans leur propre quotidien, faisaient ce même calcul, cette même douloureuse évaluation de la capacité de l'autre à soutenir, à comprendre, à simplement être là. Combien de fardeaux étaient-on reportés en solitaire, non par choix, mais par une anticipation silencieuse de l'absence de l'autre. Et combien de personnes, comme moi, s'étaient retrouvées de l'autre côté, épargnées, ménagées, tenues à l'écart d'informations qui les concernaient profondément, parce que quelqu'un qu'elles aimaient avait jugé qu'elles ne pourraient pas le supporter. Les deux côtés de ce schéma, l'isolement du porteur et l'ignorance du protégé, avaient un coût invisible qui s'accumulait et creusait des fossés silencieux. C'était une leçon que je devais apprendre et que nous devions apprendre ensemble pour reconstruire ce qui avait été brisé. Le progrès de Mia était ce qui rendait tout le reste possible. Je tiens à le dire clairement, sans ambiguïté. Le contexte de toutes les difficultés de cet automne et de cet hiver, le secret gardé si longtemps, les séances de thérapie, les conversations difficiles, le travail acharné pour reconstruire la confiance et les habitudes, était une petite fille dans un manteau rouge aux boutons de bois qui apprenait, semaine après semaine, à exprimer davantage ce qu'elle ressentait. Son vocabulaire s'élargissait. Sa capacité à se faire comprendre grandissait avec une rapidité que les thérapeutes du centre de la Bargasse décrivaient comme une excellente réponse à l'intervention. Chaque nouveau mot, chaque phrase balbutiée était une petite victoire, un rayon de soleil perçant le voile gris de nos propres tensions, nous rappelant pourquoi nous nous battions. J'ai commencé à assister aux sessions de parents au centre. Hélène y allait seule depuis septembre, bravant la solitude et le poids de ce secret. À partir de décembre, je l'ai accompagnée. Toutes les 2 semaines, nous nous asseyions avec la thérapeute principale de Mia, une femme nommée Madame Albrecht. Elle était d'une patience infinie, précise dans ses observations et ses conseils, et ne nous a jamais donné l'impression d'être les parents d'un enfant à problème. Au lieu de cela, elle nous faisait sentir que nous étions les parents d'une enfant, avec une manière particulière de se développer, et qu'elle se développait très bien,
à son propre rythme, mais avec une détermination remarquable. Son bureau était lumineux, malgré les journées courtes de l'hiver, et l'odeur douce des désinfectants se mêlait à celle, plus réconfortante, des crayons de couleur et du papier frais. La première fois que je suis entré dans le bâtiment de la Barcasse, je me suis arrêté un instant dans le hall. L'air y était plus chaud que dehors, mais un frisson persistait en moi. Mon regard aéré sur les murs peints de couleurs pastel, sur les dessins d'enfants affichés avec fierté. J'ai pensé à la main de Madame Dubois sur mon bras, ce jour d'octobre, à ces 6 minutes à peine qui séparaient notre immeuble de celui-ci, à ces 70 jours et plus, entre septembre et décembre, pendant lesquels Hélène avait fait cette marche chaque matin avec Mia, et où j'avais naïvement supposé qu'elles allaient dans la direction opposée, vers la crèche habituelle. 6 minutes. Le même laps de temps. Une destination totalement différente, un univers entier que j'avais ignoré. Un abîme de non-dits et d'efforts silencieux s'était creusé pendant ces trajets, et chaque pas qu'elles avaient de fait sans moi résonnait désormais avec le poids de mon absence. Madame Albrecht nous a rencontrés dans le couloir lors de cette première session. Elle était menue et directe, ses lunettes de lecture perchées sur son front lorsqu'elle réfléchissait, puis ramenées sur le nez lorsqu'elle lisait nos notes. Elle m'a serré la main avec une fermeté inattendue et a dit qu'elle était heureuse que je sois venu. Il y avait quelque chose dans la façon dont elle l'a dit. La chaleur particulière de quelqu'un qui a vu un parent porter un fardeau seul et qui est soulagé de voir un second arriver pour partager le poids. Qui m'a marqué. Une compréhension tacite passait entre nous, un signe que le chemin d'Hélène avait été long et solitaire. Elle m'a ensuite montré la salle d'observation. Un petit espace tamisé, séparé de la salle de thérapie par une vitre sans teint, me permettant d'observer la séance sans que Mia ne me voie. L'air y était silencieux, presque feutré, comme pour souligner l'importance de ce qui se jouait de l'autre côté. Pendant 45 minutes, j'ai regardé Mia travailler avec la jeune thérapeute adjointe. Des jeux qui n'étaient pas de simples jeux, mais des exercices minutieusement conçus, des répétitions patientes et ludiques. Les techniques spécifiques dont j'avais lu des descriptions hâtives et anxiogènes en ligne, les jours suivant les révélations d'Hélène, prenaient désormais vie sous mes yeux, transformés en sons, en mouvements de ma propre fille et d'une professionnelle attentive, construisant quelque chose d'essentiel ensemble. Mia ne luttait pas, elle travaillait. Il y avait une différence fondamentale, et je la voyais avec une clarté déchirante. Elle était engagée, concentrée, parfois frustrée par un mot qui ne venait pas, parfois rayonnante de joie lorsqu'elle réussissait à formuler une idée. Elle était pleinement présente, comme seuls les jeunes enfants le sont lorsqu'ils s'investissent dans quelque chose qui répond à un besoin profond. Elle travaillait son langage comme on travaille n'importe quelle compétence que l'on désire ardemment, mais que l'on ne maîtrise pas encore entièrement. Avec effort, avec investissement, avec une petite moue de concentration qui contractait ses sourcils, et un souffle qui trahissait sa détermination. Elle faisait cela depuis 3 mois, avant que je n'en aie la moindre connaissance. Ces 3 mois s'étiraient derrière moi comme une longue ombre. Une période de temps où j'avais été physiquement présent mais émotionnellement absent. Je suis resté immobile devant cette vitre sans teint et j'ai ressenti la qualité particulière d'arriver en retard à quelque chose que votre enfant fait déjà seul depuis longtemps. Ce n'était pas de la culpabilité, pas exactement. La culpabilité n'est pas utile ici, comme je l'ai déjà dit. Mais c'était le poids singulier d'avoir manqué le début d'un chapitre crucial, de ne pas avoir été dans la pièce quand cela comptait le plus, quand les fondations de ce nouveau monde se posaient. C'était une douleur sourde, celle de l'ignorance, de l'inattention, de l'échec à percevoir les signaux, à lire entre les lignes des soucis d'Hélène et des silences de Mia. J'ai pris la résolution, en me tenant là, que je serais dans la pièce, à partir de maintenant. Plus jamais un fantôme, plus jamais un spectateur. Hélène était à côté de moi, son souffle doux contre mon épaule. J'ai tendu la main et j'ai pris la sienne. Elle m'a laissé faire, sans un mot, sans même un regard. Ce simple contact, cette acceptation silencieuse de ma main dans la sienne, était en soi un progrès. Une petite fissure dans le mur invisible que nous avions érigé entre nous. J'ai continué à observer Mia lors des sessions suivantes. J'ai attentivement noté les techniques utilisées par les thérapeutes, les stratégies qu'ils employaient pour créer des contextes favorables à l'expression orale. Ces jeux qui n'étaient pas de simples jeux, mais des outils précis. J'ai étudié cette répétition patiente et ludique.
Cette façon de construire brique par brique le monde des mots pour Mia. Chaque fois que je regardais ma fille travailler, car c'était bien ce qu'elle faisait, travailler, avec une concentration et un effort que les enfants de 3 ans ne manifestent pas habituellement. Cela me touchait d'une manière que je n'aurais jamais anticipée. C'était une émotion brute, un mélange d'admiration, de fierté et d'une tendresse infinie qui serrait ma gorge. Elle travaillait si dur, et elle travaillait si dur depuis 3 mois avant que je n'en aie la moindre idée. Ce fait, cette vérité, vit en moi d'une manière particulière. Pas comme de la culpabilité exactement. La culpabilité n'est pas utile ici, elle paralyse et enferme. Mais comme une information brute sur ma propre présence, ou plutôt mon absence, dans la vie de ma famille. Sur la manière dont la fiabilité, cette routine rassurante que j'avais tant valorisée, pouvait devenir une forme de distance, une bulle protectrice qui m'isolait des vrais enjeux. Sur la façon dont on peut être présent physiquement à la maison chaque soir et être pourtant ailleurs, loin, dans les domaines qui importent le plus. Je travaille là-dessus depuis novembre. Activement, délibérément, avec la même rigueur que j'appliquerais à un système logiciel nécessitant une restructuration complexe. Identifier les schémas défaillants, comprendre la cause profonde des bugs, puis modifier le comportement. C'est un travail bien plus lent et bien plus exigeant que n'importe quel défi technique. Les variables sont humaines, imprévisibles, et les retours d'informations sont des émotions, pas des lignes de code. Mais je progresse. Lentement, parfois douloureusement, mais je progresse. Il y a un moment dont je voudrais vous parler, qui s'est passé en février. Un samedi matin. Mia dormait encore, plongée dans le sommeil profond et innocent des enfants. Hélène était dans la cuisine, et j'entendais le doux cliquetis des tasses et l'arôme réconfortant du café qui montait. J'étais assis à table avec ma propre tasse, le journal étalé devant moi, quand Mia est entrée. Elle était encore dans son pyjama à motifs d'animaux, ses cheveux blonds en un chaos matinal particulier, une de ces choses que j'aimais le plus chez elle, signe de son réveil paisible. Elle est venue se tenir à côté de ma chaise et a posé sa petite main sur mon bras. Ce même toucher léger que Madame Dubois avait posé sur mon bras dans la cage d'escalier. 4 mois plus tôt, mais cette fois sans l'urgence, sans le choc. Et elle a levé ses yeux bleus vers moi. Elle a dit, clairement et complètement, « Guten Morgen, papa ». « Bonjour, papa ». 2 mots qu'elle avait déjà prononcés, mais la construction, la phrase complète, la facilité avec laquelle elle avait été articulée, la manière dont elle avait atterri sans effort, étaient nouvelles. C'était comme si une pièce manquante s'était enfin glissée dans son puzzle, achevant un tableau que j'avais, sans même le savoir, attendu de voir. La voix de Mia, encore un peu endormie, résonnait doucement dans le silence feutré de la cuisine, portant le poids léger et précieux d'une petite victoire. Je l'ai regardée un instant, mon cœur serré d'une émotion douce et inattendue. Ses yeux bleus, si semblables à ceux d'Hélène, brillaient d'une fierté enfantine. « Guten Morgen, Mia », ai-je répondu, ma propre voix un peu plus hésitante que je ne l'aurais voulu. Elle a tapoté mon bras, satisfaite de sa prouesse, et est partie retrouver sa mère, dont j'entendais à présent le murmure et le léger tintement des tasses. Le parfum du café fraîchement moulu s'était intensifié, mêlé à une douceur que je n'arrivais pas à nommer. Une odeur de matin paisible et de bonheur simple. Je suis resté assis à table un moment après son départ. Mon café a refroidi, un film laiteux se formant à la surface. Je n'y ai pas prêté attention. Certains moments, on désire s'y attarder un peu plus longtemps. Non pas qu'ils risquent de disparaître, ils ne le feront pas, on les portera en soi, gravés dans la mémoire. Mais parce qu'ils méritent l'espace, le silence, une sorte de révérence. Parce qu'ils ont mis beaucoup de temps à arriver, bien plus longtemps que ce que l'on imaginait, et leur avènement, enfin, mérite d'être célébré. Je l'ai célébré discrètement, à cette table de cuisine, un samedi matin, avec une tasse de café froid et personne dans la pièce pour en être témoin. Le soleil de février filtrait à travers la fenêtre, projetant des motifs géométriques sur le carrelage clair, et l'air était calme, imprégné d'une paix nouvelle. Je me suis rappelé les matins d'avant, lourds de non-dits et de craintes silencieuses, quand chaque son de Mia était analysé, chaque absence de mots une blessure. Ce matin-là, le silence était une toile de fond pour sa petite voix, un écrin pour son progrès. Madame Dubois. Je veux vous parler de Madame Dubois, parce que c'est avec elle que cette histoire a commencé et qu'elle est en partie la raison pour laquelle elle trouve son aboutissement.
Environ 3 mois après ce mardi matin dans l'escalier, j'ai frappé à sa porte. Appartement 14. J'avais une petite boîte de ce thé russe qu'elle remet. J'avais demandé, avec une prudence et une discrétion calculée, lors de la dernière réunion de copropriété de l'immeuble, quelle variété elle préférait. La réunion s'était déroulée dans le petit local commun au rez-de-chaussée, une ambiance tendue habituelle. Mais j'avais réussi à glisser ma question l'air de rien, en parlant des nouvelles livraisons du petit marché bio du quartier. Elle a ouvert la porte, ses yeux vifs me scrutant un instant, puis se posant sur la boîte, sans rien dire pendant quelques secondes qui me parurent une éternité. L'air dans l'entrebâillement de sa porte sentait un mélange de cire d'abeille, de vieux papier et d'une pointe d'épices douces. « Je voulais vous remercier », ai-je dit, ma voix un peu raide. Elle a émis un son qui n'était pas tout à fait un mot, mais qui communiquait clairement. « Entrez ». Le geste de sa main, discret, invitait à franchir le seuil. Je suis entré. Son appartement était plus petit que le nôtre, chaque surface occupée par les objets accumulés d'une longue vie. Des bibelots en porcelaine sur une commode en bois sombre, des piles de livres aux pages jaunies, des napperons crochetés ici et là. Des photographies s'alignaient sur une étagère au-dessus de la télévision éteinte. Des enfants, des petits-enfants, un homme que je supposais être son défunt mari, capturé à différentes décennies d'une vie partagée, son sourire évoluant de la jeunesse à la sagesse. Une fenêtre donnait sur la même cour intérieure que la nôtre, mais d'un angle légèrement différent, offrant une perspective nouvelle sur notre quotidien. Une douce lumière diffuse remplissait la pièce, filtrée par des rideaux de dentelle. Elle a préparé le thé avec des gestes lents et précis, le cliquetis des tasses en porcelaine résonnant délicatement. Nous nous sommes assis à sa petite table de cuisine, recouverte d'une toile cirée à motifs floraux discrets. La chaleur de la tasse entre mes mains était réconfortante. « Tout va bien ?» a-t-elle demandé, sa voix un peu plus douce qu'à l'accoutumée. « Avec l'enfant ?»« Elle va très bien », ai-je répondu, un sourire sincère étirant mes lèvres. Elle suit un programme. Elle fait de réels progrès. Incroyable même. Madame Dubois a hoché la tête. Quelque chose s'est détendu sur son visage, une tension que je n'avais pas remarquée jusqu'alors. Je les ai vus rentrer la semaine dernière. La petite a parlé tout le long, de la porte à l'ascenseur. C'est nouveau, ai-je confirmé, un peu émerveillé moi-même. C'est très récent. Elle a hoché la tête à nouveau. Un hochement satisfait, lourd de sens. Le hochement de quelqu'un qui avait pris une décision difficile et qui voyait à présent la confirmation que cette décision était juste. Son regard, d'abord un peu voilé, s'est éclairci, comme si un poids s'était envolé. « Vous avez eu raison de me le dire », ai-je repris, le regard fixé sur ma tasse. Même si c'était difficile à entendre. Elle a regardé son thé, ses doigts fins caressant le rebord de la tasse. « J'ai failli ne pas le faire. Ce n'est pas... » Elle a cherché le mot juste, ses sourcils légèrement froncés. Ce n'est pas une chose confortable. Dire quelque chose sur la famille d'un voisin, on ne sait jamais comment ce sera reçu. Un court instant, j'ai revu son visage ce matin-là, dans l'escalier, l'hésitation dans ses yeux avant qu'elle ne prenne sa décision. « Qu'est-ce qui vous a fait décider de le dire malgré tout ?» ai-je demandé, sincèrement curieux. Elle est restée silencieuse un instant, le regard perdu dans les volutes de vapeur s'échappant de sa tasse. Puis elle a dit « J'ai pensé à ce que cela signifierait si je ne disais rien. Si je continuais simplement à passer devant cette crèche sans les voir, semaine après semaine. On finit par le découvrir soi-même, oui, peut-être, mais plus tard. » Elle a enveloppé ses 2 mains autour de sa tasse comme pour y puiser de la chaleur ou du courage. « J'ai des enfants. J'ai des petits-enfants. Je sais ce que c'est quand quelque chose ne va pas et que les personnes qui devraient savoir ne le savent pas encore. Le plus tôt est le mieux, toujours. » Sa voix, bien que calme, portait le poids de l'expérience et d'une sagesse acquise au fil des ans. « Vous avez fait ce qu'il fallait », ai-je insisté, sentant une profonde gratitude monter en moi. Elle m'a regardé directement, ses yeux clairs dénués de toute ambiguïté. Je le pensais, mais ce n'est pas toujours la même chose. Faire ce qu'il faut et savoir qu'on a fait ce qu'il fallait. J'ai réfléchi à cela, le poids de ces mots résonnant en moi. J'ai pensé à toutes les fois où j'avais cru bien faire, sans vraiment comprendre les ramifications, les conséquences invisibles. Non, ai-je concédé. Ce n'est pas le cas. Comment va votre femme ? A-t-elle demandé, changeant de sujet avec une délicatesse qui ne m'avait pas échappé. Mieux,
ai-je répondu. Nous allons tous les deux mieux. C'était... J'ai cherché le mot juste, ma pensée s'attardant sur la complexité des mois passés. Compliqué, mais nous y travaillons. Madame Dubois a émis un petit son, un murmure qui communiquait, sans mots, qu'elle comprenait parfaitement ce que « compliqué » signifiait, et qu'elle trouvait cette réponse tout à fait adéquate. Il n'y avait aucun jugement, juste une acceptation tranquille. Puis, elle a rempli ma tasse sans que je le demande, le geste simple d'une hospitalité bienveillante. Nous avons bu notre thé. Elle a posé quelques questions sur mon travail, sur les défis architecturaux des logiciels dont je lui avais déjà parlé. J'ai demandé des nouvelles de son petit-fils, qui devait lui rendre visite le mois prochain, et dont elle parlait toujours avec une joie discrète. C'était la conversation de deux personnes qui avaient, par inadvertance, partagé quelque chose d'important, et qui existaient désormais dans une proximité différente d'avant, une sorte de lien invisible tissé par un moment de vérité. Lorsque je suis parti, elle s'est tenue à sa porte, le corps légèrement voûté, mais le regard toujours alerte, et a dit « Vous avez meilleure mine ». « Je me sens mieux », ai-je répondu, un sourire sincère sur les lèvres. Elle a hoché la tête. « Bien », a-t-elle dit. Comme si c'était simple, comme si « mieux » était quelque chose qui arrivait et restait sans exiger quoi que ce soit de plus. Peut-être que pour elle, c'était le cas, sa vie ayant traversé tant de tempêtes qu'elle avait appris la résilience. Je suis encore en train d'apprendre la différence entre gérer et faire confiance. Entre être présent au sens logistique du terme et être présent d'une manière qui compte vraiment, avec le cœur et l'esprit. Entre la vie que l'on suppose comprendre et la vie qui est réellement vécue dans les pièces autour de soi, dans le silence de sa propre maison. Je l'apprends de ma fille, Mia, qui travaille plus fort que la plupart des gens ne le sauront jamais pour dire ce qu'elle pense, pour donner forme à ses idées, chaque nouveau mot étant un pas de géant dans son petit monde. De ma femme, Hélène, qui a porté trop de fardeau seule pendant trop longtemps et qui méritait un partenaire qui rendrait le fait de porter seul inutile, qui serait là pour partager le poids, même l'invisible. Et d'une voisine de 75 ans, Madame Dubois, qui s'est tenue dans une cage d'escalier avec ses courses et a fait le choix de dire une chose difficile parce qu'elle avait décidé que le coût de ne pas la dire était bien plus élevé. J'entends encore le froissement de ses sacs, le cliquetis de ses clés, ces bruits anodins qui ont précédé un acte d'une immense bravoure. 8 mois après ce mardi matin, voici ce que je peux vous dire. Mia a 4 ans maintenant. Sa silhouette menue, pleine d'une énergie nouvelle, remplit la maison d'une présence plus assurée. Elle participe au programme de la rue des Tilleuls depuis près d'1 an. Ce n'est plus la petite fille que nous avons emmenée là-bas ce premier jour, le cœur serré d'appréhension et d'incertitude quant à son avenir. Le mois dernier, Madame Albrecht, la directrice du programme, nous a informé que les progrès de Mia avaient dépassé leurs projections initiales. Sa voix douce, empreinte d'une compétence sereine et d'une bienveillance palpable, avait rempli le petit bureau, dissipant les dernières ombres de nos inquiétudes les plus profondes. Mia continuera le programme tout au long du printemps, puis ils réévalueront la situation. Le consensus général est qu'elle fera son entrée à l'école primaire avec les enfants de son âge, sans avoir besoin de soutien supplémentaire. Une certitude qui, au début de ce chemin, était un horizon lointain, presque un vœu pieux. Je me souviens des nuits passées à fixer le plafond, à me demander si nous faisions le bon choix, si notre petite fille trouverait sa place, si elle serait comprise. Ce soulagement, discret mais profond, est comme une chaleur réconfortante qui s'installe au cœur. J'assiste à toutes les séances avec les parents. Hélène et moi y allons toujours ensemble, main dans la main, une habitude que nous avons consciemment construite comme un rempart contre le silence d'avant. Nous nous asseyons dans le bureau de Madame Albrecht, un espace sobre et fonctionnel, où l'odeur légère de papier et d'encre se mêle parfois à celle d'un café frais préparé pour l'occasion. Nous écoutons attentivement, posons des questions, parfois les mêmes, parfois de nouvelles, cherchant à saisir chaque nuance du monde de Mia, chaque petite victoire. Sur le chemin du retour, la nuit tombante enveloppant les rues familières de la ville, les lumières des lampadaires dessinant de longues ombres sur l'asphalte humide, le doux murmure des derniers passants pressés de rentrer. Nous comparons nos notes, nos impressions. Nous parlons de Mia comme, je le comprends maintenant, les parents devraient toujours parler de leur enfant, avec une attention soutenue, avec toutes les informations à notre disposition, et surtout avec la présence totale et partagée des deux parents. Il n'y a plus de secret, plus de suppositions. Juste nous, pour elle.
ensemble. Hélène et moi voyons le docteur Bayer une fois par mois. Le cabinet est discret, niché au 3e étage d'un immeuble haussmannien, et le silence y est parfois si dense qu'on entendrait presque le temps s'écouler entre nos respirations. Nous avons dépassé le travail immédiat de la crise, le secret, la rupture de confiance qui avait déchiré notre quotidien, les conversations douloureuses et nécessaires qui devaient avoir lieu et qui avaient laissé des cicatrices profondes, pour nous engager dans le travail plus lent, plus profond, de changer les schémas sous-jacents qui avaient conduit à ce point de rupture. Ce travail n'a rien de spectaculaire, rien de dramatique. Il se manifeste dans des moments infimes, presque imperceptibles. Une question posée au lieu d'une supposition tacite qui aurait pu blesser. Une gêne partagée au lieu d'être gérée en solitaire, enfouie sous un sourire forcé. Un matin où l'un de nous ose dire « Je ne vais pas bien en fait », et où l'autre l'accueille sans ressentir le besoin impérieux de réparer la situation, mais juste d'être là, d'écouter, d'offrir une épaule. Je me souviens des premières séances, de la tension palpable entre nous, des mots qui pesaient lourd et que nous avions du mal à formuler. Aujourd'hui, il y a une légèreté nouvelle, même dans la difficulté, une acceptation que la guérison est un processus continu. Ce ne sont pas des choses grandioses, des éclairs de révélation qui changent tout en un instant. Mais elles s'accumulent, goutte après goutte, comme l'eau qui, patiemment, sculpte la pierre. Et ce qu'elles bâtissent, au fil des mois, est quelque chose qui nous semble bien plus solide que ce que nous avions auparavant. Une structure érigée sur des fondations plus justes, plus authentiques, capable de résister aux secousses inévitables de la vie. Une maison où chaque brique a été posée avec conscience, non pas dans l'urgence, mais avec la patience que demande la vérité. Madame Dubois monte toujours les escaliers avec ses courses tous les mardis. Le bruit familier de ses pas lents, le froissement de ses sacs en toile réutilisables chargés de légumes frais et de pain de la boulangerie, le léger cliquetis de ses clés qui traînent sur la rampe en fer forgé. Nous nous disons bonjour comme des voisins se disent « Ah bonjour », un échange poli et routinier. Mais il y a quelque chose de différent dans ces mots désormais. Une petite compréhension partagée, privée, que nous portons en nous sans avoir besoin de la nommer. Un regard qui en dit long, un sourire discret qui reconnaît le chemin parcouru, les souvenirs gravés de ce matin de novembre. C'est le souvenir de son courage, de son choix de parler, qui plane subtilement entre nous. Parfois, Mia l'aperçoit dans le hall, près de la rangée de boîtes aux lettres métalliques où les noms sont gravés avec soin, où le soleil du matin filtre à travers la grande fenêtre, dessinant des motifs lumineux sur le carrelage. Elle lui dit bonjour, avec la politesse appliquée d'un enfant à qui l'on a expliqué « C'est Madame Dubois, notre voisine, et nous sommes gentils avec nos voisins. » Mia, avec sa curiosité débordante et son assurance grandissante, s'approche sans hésitation. Madame Dubois répond toujours avec un sérieux que Mia mérite et qu'elle ne reçoit pas toujours des adultes. Une attention complète et respectueuse envers la petite personne devant elle, comme si elle était une interlocutrice à part entière. La semaine dernière, Mia, les yeux brillants d'une observation nouvelle, lui a dit « J'aime votre manteau ». Madame Dubois a baissé les yeux sur son manteau. Un vieux manteau en laine sombre, d'un gris anthracite usé par les hivers, qu'elle portait probablement depuis 20 ans, peut-être plus, et qui avait traversé les décennies avec elle, témoin silencieux de tant de jours ordinaires. Le tissu épais, légèrement élimé aux manches, portait l'histoire de toutes ces marches dans le froid. Puis elle a levé les yeux vers Mia, un léger sourire plissant les coins de ses yeux. « Merci » a-t-elle répondu, sa voix douce et un peu rocailleuse. « J'aime le tien aussi. » Le manteau de Mia était le rouge, celui avec les petits boutons en bois qui ressemblaient à des billes, si vifs qu'ils semblaient contenir le soleil. C'était celui que j'avais suivi, le cœur battant dans ma poitrine, un matin gris de novembre, le souffle court, sans savoir où il allait, ni ce que je découvrirais au bout de ce fil écarlate. Le souvenir me transperce encore, comme un coup de couteau dans la mémoire, l'image de cette petite silhouette rouge s'éloignant sur le trottoir humide, sous un ciel bas et menaçant qui promettait la pluie. J'observais la scène depuis l'espace des boîtes aux lettres, feignant de vérifier mon courrier, les doigts effleurant les bords des enveloppes imaginaires, le regard fixe sur leur échange. Le bourdonnement discret du néon au plafond ajoutait à l'atmosphère irréelle du moment. Ce matin-là, il y a des mois, je n'avais fait que suivre une intuition, un fragment d'inquiétude qui s'était transformé en une certitude glacée.
Aujourd'hui, je savais précisément où ce chemin avait mené. Je savais ce que ce manteau rouge représentait. Voici ce que je veux vous laisser en partant. Nous construisons nos vies entières sur la supposition que nous savons ce que font les personnes que nous aimons. Non pas par négligence ou par manque d'intérêt, mais parce que nous faisons confiance. Parce que cette confiance s'est établie au fil des années de routines partagées, de matins identiques et de soirs prévisibles, de gestes répétés et de présences rassurantes. Et la confiance, cette encre invisible, crée cette confortable certitude que nous n'avons pas besoin de vérifier, de questionner chaque pas, chaque absence, chaque silence. Et la plupart du temps, cette supposition est juste. La plupart du temps, les personnes que vous aimez sont là où vous pensez qu'elles sont, faisant ce que vous pensez qu'elles font, portant approximativement le poids que vous leur connaissez. La vie est un ballet de routines, rassurantes et prévisibles, qui nous bercent d'une douce illusion de contrôle. Mais parfois, elles ne le sont pas. Parfois, la routine a glissé, s'est transformée, et personne n'a encore trouvé les mots pour l'exprimer, pour la nommer, pour la partager. Parfois, elles portent un fardeau plus lourd que vous ne l'imaginez, sur une rue que vous n'auriez jamais pensé à emprunter, à la lisière d'un quartier que vous ne connaissez pas, vers un immeuble anonyme que vous n'auriez jamais trouvé par vous-même. Un fardeau invisible, silencieux, qui pèse sur leurs épaules et les éloigne, pas à pas, de la lumière que vous pensiez partager. L'air se fait plus lourd autour d'elles, les ombres plus longues. Et quand cela se produit, quand quelque chose de petit et d'ordinaire, une fissure à peine visible, brise la surface lisse de ce que vous pensiez connaître, faisant vaciller votre monde et toutes vos certitudes, vous avez un choix. Ce choix est à la fois simple et terrifiant. Vous pouvez détourner le regard, classer cela sous la rubrique « ne nécessite pas encore mon attention » et passer à autre chose, replonger dans le confort trompeur de l'ignorance, de la non-ingérence, où vous pouvez suivre. Avec prudence, avec respect pour l'intimité de l'autre, avec la pleine compréhension que ce que vous découvrirez pourrait être complexe, pourrait vous déstabiliser profondément. Que cela pourrait vous obliger à vous regarder autant que la personne que vous avez suivie, à remettre en question vos propres certitudes, vos propres failles, vos propres responsabilités. Le chemin est incertain, semé d'embûches intérieures. J'ai suivi. Et ce que j'ai trouvé, c'était ma fille, Mia, travaillant avec une détermination silencieuse dans une pièce dont j'ignorais l'existence. Un espace de résilience et de découverte, accomplissant le labeur quotidien et invisible d'apprendre à exprimer ce qu'elle ressentait, à donner forme à ses pensées. Chaque nouveau mot était une victoire, chaque phrase, une conquête. Ce que j'ai trouvé, c'était ma femme, Hélène, portant seule un poids qui aurait toujours dû être le nôtre, parce que quelque part en chemin, sans le vouloir, sans même en avoir conscience, je lui avais appris qu'elle devait le faire. Je l'avais laissée s'enfoncer dans ce silence, persuadée qu'elle pouvait tout gérer, tout porter, tout seule. Ce que j'ai trouvé sous tout cela, au-delà de la douleur et de la culpabilité, était un mariage qui avait désespérément besoin de devenir plus honnête, plus transparent, plus partagé. Et deux personnes qui, une fois qu'on leur a donné l'occasion et le courage de le faire, étaient prêtes à s'engager dans ce travail exigeant, à reconstruire, brique par brique, la confiance et la compréhension. Tout a commencé par un murmure dans une cage d'escalier, un son à peine audible qui a résonné plus fort que n'importe quel cri dans mon esprit. Il faudra bien plus de temps pour que cela se termine. La plupart des choses qui valent la peine d'être achevées demandent du temps, de la patience et une persévérance inébranlable, jour après jour. Mais Mia m'a dit « Bonjour » dans une phrase complète en février, sa voix claire et enjouée, remplissant la cuisine d'une mélodie nouvelle. Et je me suis assis à cette table de cuisine, mon café refroidissant à côté de moi, le soleil du matin inondant la pièce d'une lumière douce et prometteuse, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, une sensation de plénitude, de connexion profonde et ininterrompue. J'étais pleinement présent. Dans ma propre vie, enfin ancré dans l'instant, pleinement conscient de la richesse de chaque seconde. Il a fallu les mots discrets d'une voisine et un manteau rouge sur une rue grise et morne pour m'y amener. Mais j'y suis arrivé. Si cette histoire a résonné en vous, si une partie d'elle continue de travailler en vous, de soulever des questions ou d'éveiller une émotion, je vous invite à laisser un commentaire. Dites-moi ce qu'elle a touché. Dites-moi ce que vous auriez fait à ma place. Dites-moi d'où vous écrivez, d'où vous observez ce récit. Et si vous n'êtes pas abonné, je vous encourage à le faire maintenant.
Il y a d'autres histoires ici, des histoires honnêtes, profondément humaines, compliquées, qui ne se résolvent pas toujours de manière nette, mais qui valent la peine d'être racontées et écoutées. Elles sont le reflet de nos propres vies, avec leurs ombres et leurs lumières. Merci d'être resté jusqu'à la fin de ce chemin. Une dernière précision. Ce récit contient des éléments romancés et des détails composites pour protéger les personnes concernées et clarifier le propos. C'est un choix délibéré, un voile transparent posé sur la réalité pour mieux en saisir l'essence. Si ce genre de contenu ne vous parle pas, si la fusion de l'intime et de l'imaginaire vous laisse indifférent, je le comprends sans peine. Mais si vous avez persévéré jusqu'au bout de ce chemin, si vous avez senti le poids des mots et des silences, le souffle des émotions qui y sont enfouies, alors vous savez déjà de quoi il retourne. Non pas juste de l'anecdote, mais de ces vérités universelles qui nous bousculent, de ces évidences que l'on finit par ne plus voir. Prêtez attention aux visages familiers dans votre foyer, à la chaleur discrète de leur présence quotidienne, aux petits rituels qui tissent la trame de votre vie commune. Écoutez le murmure de leur existence, sentez le parfum de leur peau, la simple réalité de leur être à vos côtés. Posez ces questions que vous avez trop longtemps mises de côté, celles qui pèsent en silence, enfouies sous la routine, la peur ou l'indifférence. Et si un jour, dans la lumière tamisée et un peu grise d'une cage d'escalier, où flotte une vague odeur de lessive ou de poussière ancienne, quelqu'un pose sa main sur votre bras avec une hésitation palpable et murmure quelque chose d'important, comme l'a fait Madame Dubois ce matin-là, le cœur lourd et le souffle court de son côté. Arrêtez-vous, immobile. Écoutez, vraiment. Laissez le bruit du monde s'estomper. Laissez la précipitation s'éloigner. Ces mots, croyez-moi, n'ont pas été dits facilement. Chaque syllabe contenait un courage immense, un mélange de bienveillance fragile et d'urgence inavouée. Je me souviens de la façon dont sa voix avait tremblé. Et cela valait la peine d'être entendu. Toujours.